roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palmagazine. Édition spéciale. Hommage à Toto Bissett. Je suis celui qui remémore. L'oubli n'existe pas, mesdames et messieurs. Par ma bouche blessée, leurs bouches continueront de chanter. C'est une façon de porter la chanson. Elle était contre toutes les malfaisances politiques, elle était contre toutes les dictatures, elle était intolérante avec les idées reçues. Elle était quelqu'un de joyeux, curieuse, grande générosité. Chanteuse, actrice, comédienne, l'artiste haïtienne Toto Bissett, née en 1934 à Cap-Haïtien, nous a quittés il y a 30 ans. Elle a marqué la culture haïtienne avec sa voix unique et son talent incroyable. Après 3 décennies, son souvenir reste fort dans nos cœurs. Toto Bissett est une voix immortelle, un héritage commun, une grande source d'inspiration. Bois font rassemblement pour me connaître sa crive famille moins en yewo. Bonjour à tous. Pour le 30e anniversaire de la mort de Toto Bissett, des fous et des dieux lui rendent hommage. Nous accueillons aujourd'hui Milena Sandler, sa deuxième fille. Durant cet épisode, elle nous parlera de la vie et de l'œuvre de sa mère. Nous tête chargée qui m'a connaît parle si la 3 fois pour moi oui en yewo. Bonjour Milena Sandler. Bonjour. Vous êtes directrice du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Vous avez également une formation en management d'artistes. Vous êtes l'une des filles de Toto Bissett et de l'antiquaire Roger Sandler. Le 4 juin 2024 a ramené le 30e anniversaire de la mort de Toto Bissett. Qu'est-ce que cette date évoque pour vous, Milena? Eh bien, cette date, ça fait 30 ans que c'est toujours aussi difficile, même si on s'habitue. Mais c'est le manque et puis c'est le manque, oui. Elle est partie trop tôt. Moi, j'étais jeune maman, j'avais un bébé qui avait 6 mois et donc c'est difficile d'élever une petite fille quand on vient de perdre sa maman, quoi. Voilà. Je trouve que cette date, en fait, ma sœur est née le 5 juin, moi le 8, donc c'est à chaque fois, c'est quand on fête nos anniversaires, on a aussi la date de sa disparition en tête. Donc voilà, le mois de juin est joyeux mais triste. On l'a vu dans les films et sur scène comme comédienne. Elle était fougueuse, dynamique et passionnée aussi. Mais comment était Toto Bissett dans la vie quotidienne, c'est-à-dire en dehors de la scène? Eh bien,
Elle était quelqu'un de joyeux, curieuse, grande générosité, d'excessivement exigeant avec elle-même et avec la vie, avec les gens. Elle, elle était rigoureuse, mais voilà, joyeuse. Elle aimait les blagues, elle aimait faire la fête, elle aimait recevoir, il y avait du monde chez nous tout le temps. Il y avait toujours des fêtes. Elle était, oui, quelqu'un qui aimait l'humanité, qui était d'une grande humanité. Elle aimait les gens, elle aimait faire des rencontres. Elle était une maman superbe pour moi. Quelle mère était Toto Bicinte? Oui, donc elle était très présente, même si pour son métier, elle voyageait tout le temps. Elle pouvait partir parfois 2 mois en tournée, 3 mois, ça arrivait, mais elle restait malgré tout très présente. Et quelqu'un qui m'a dit que le monde était ouvert pour moi, que j'avais toutes les possibilités, que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, que ça ne tenait qu'à moi, quoi, qu'il n'y avait pas de limite. Voilà. Elle était une super maman, très présente, très attentive. Et quand j'ai été plus grande, c'était quelqu'un avec qui je pouvais discuter de ma vie. Il n'y avait pas de tabou ou pas de quoi que ce soit qu'on ne pouvait pas se dire. En tout cas, que je ne pouvais pas lui dire. En tout cas, une super maman. Toto Bicinte était une artiste engagée. L'injustice, la dictature, l'exil, l'esclavage et le racisme faisaient partie des thématiques qu'elle abordait dans ses chansons. Ses premiers disques sont sortis dans les années 60. Elle a été immédiatement reconnue comme une grande artiste et militante antiraciste. Est-ce que vous aviez été témoin de quelques moments difficiles dans sa carrière et comment les a-t-elle surmontés? Elle était une grande artiste et oui, militante, mais elle n'a jamais fait partie d'aucun mouvement, d'aucune association. C'était pas son truc. Mais oui, toujours militer plus pour la justice, l'égalité, que contre. Les moments difficiles dans sa carrière. Bon, moi j'étais petite, hein. J'avais 28 ans quand elle est décédée, donc qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement? J'ai des souvenirs de moments précis. Par exemple, je jouais déjà avec elle à ce moment-là, avec les frères Widmayer, avec Joël et Moussi. On était à Brooklyn et il y a dans une production haïtienne, ce qui était rarement le cas, elle était rarement sollicitée par des promoteurs haïtiens. Mais donc là, c'était une production haïtienne et il y avait, je sais pas, c'était un spectacle avec je sais pas combien d'artistes et elle était la dernière à passer. Et ce spectacle a commencé avec certainement 2-3 heures de retard, comme d'habitude dans les productions de nos compatriotes. Et donc, sauf que là, on est à Brooklyn et qu'il y a des lois, c'est un grand théâtre, c'est pas une petite production. Et donc, quand on commence à jouer, il reste plus beaucoup de temps et il ferme le rideau de fer pendant qu'on est en train de jouer. Et donc, elle a traversé le rideau et elle a dit au public que c'était inacceptable, que le public ne pouvait pas continuer à accepter d'être traité comme ça, avec des productions qui commencent en retard. Elle trouvait que le public n'était pas considéré par la production. Ils ont payé leur place, etc. Mais voilà, donc elle est allée s'adresser au public. Donc ça, c'était un moment difficile parce qu'on n'a pas pu jouer jusqu'au bout. On a dû faire 2 chansons et puis c'était terminé. Sinon, je suis au courant de difficultés qu'elle a eues pour d'autres raisons. Quand elle a été obligée
de jouer pour François Duvalier à l'époque, où elle n'avait pas le choix parce que elle a été sollicitée et c'était malvenu à l'époque de dire non. Donc elle a été obligée d'accepter. Elle a choisi un répertoire très spécifique qui était, comment dire, en gros, elle disait ce qu'elle avait à dire, mais c'était à double tranchant, voilà. Il y avait deux façons d'entendre son message. Et elle parlait de certains, enfin, j'étais pas le répertoire, mais c'est ce que j'ai su, en tout cas. Elle parlait de la dictature, elle évoquait l'injustice, elle évoquait tout ça, mais sans le dire directement, quoi. Voilà, d'autres inconvenus dans son métier, bon, pas tellement. Elle a eu des difficultés parfois. Elle a fait une production au Sénégal qui a donné fruit à un film documentaire. Le film documentaire en soi est très chouette, mais je me souviens que ça a été une production très difficile, qu'elle était pas contente, quoi. Ça s'était pas très bien passé dans mon souvenir, en tout cas. Mais bon, le résultat était un docu très bien. Voilà, je pense pas qu'il y a eu tellement, bon, comme tout le monde a des difficultés, mais elle a jamais baissé les bras, elle a continué à faire son métier toujours avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Elle était contre toutes les malfaisances politiques, elle était contre toutes les dictatures, elle était intolérante avec les idées reçues, qu'elles viennent de droite ou de gauche, elle ne supportait pas. Mais Toto était véritablement haïtienne, issue des nègres barons, si on peut dire. Voilà. Toto était quand même reconnu par la bourgeoisie mulâtre, qui l'adulait. Quand elle faisait des concerts, c'était plein. Mais en fait, son rapport à elle était plus proche du peuple haïtien. C'était ça, sa rencontre avec Haïti. Elle ne supportait pas, par exemple, la domesticité, la façon dont on la traitait. Elle était dans ce sens, si on peut dire, d'ultra-gauche. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers pas de Toto Bissett dans le monde artistique? Comment elle a commencé? Alors, elle est partie, donc ils ont quitté avec sa mère et ses sœurs. Donc, ils étaient une fratrie de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Et elles sont parties vers New York avec sa maman et ses 2 sœurs pour étudier le tourisme, le ticketing, on appelait ça à l'époque. Bon, c'était pas du tout son truc. Et un de ses grands frères, donc Gérard Bissint, qui est toujours en vie, était à Paris et elle voulait aller à Paris. Donc, elle a rejoint à Paris. Elle a fait des études d'infirmière et pas son truc du tout non plus. Après, elle a pris quelques cours de décoration intérieure. C'était pas son truc non plus, mais elle aimait bien. Et puis, elle s'est retrouvée dans le milieu artistique des Noirs à Paris, donc des Antillais, des Africains et certainement aussi des Maghrébins, donc des gens d'Afrique du Nord. Et elle a découvert ce milieu-là qu'elle ne connaissait pas du tout. Et elle a eu envie de continuer là-dedans et elle a pris des cours de théâtre.
Donc, elle a fait au moins 2 ou 3 écoles, d'art dramatique et puis elle était très bonne. Donc, voilà, elle a commencé comme ça. Elle a dû faire, des comment on appelle ça? Bon, le théâtre, je sais pas comment on appelle, mais pour le cinéma, on appelle ça des castings et puis elle a été prise et voilà, donc c'est comme ça que sa carrière a commencé dans le théâtre, donc dans les années 50. Elle a rencontré, un metteur en scène français qui travaillait avec, des troupes, avec des comédiens noirs, notamment, pas seulement, mais aussi, qui s'appelait Roger Blin. Et puis, elle a participé à la création de la première troupe de comédiens noirs à Paris qui s'appelait Les Griots. De là, elle a enchaîné beaucoup de pièces de théâtre avec des Antillais, des Africains. Et puis aussi, le ciel est passé au cinéma également à cette époque. Et voilà, ça a très bien marché. Et puis, à un moment donné, elle a eu envie de s'exprimer autrement que dans le théâtre. Elle avait des choses à dire elle-même. Quand on joue au théâtre, on joue un personnage. Et elle a donc commencé à chanter. Quand elle rentrait en Haïti de temps en temps, elle chantait. Elle a commencé à faire des spectacles en Haïti, mais c'était en général des interprétations d'auteurs français. Donc, Léo Ferré, Georges Moustaki, Ferrat. Donc, elle l'interprétait et parfois elle chantait aussi en créole de chansons françaises, notamment avec des traductions de Jacqueline Scott. Donc voilà, quand elle rentrait en Haïti, elle a chanté au Rex, elle a chanté voilà, souvent dans plusieurs théâtres, parce qu'on avait donc des théâtres à l'époque. et, et c'était ce que les Haïtiens appellent la chansonnette française. Donc à l'époque, elle chantait essentiellement ça. Et par la suite, donc, elle a enregistré des disques, etc. Bonjour, je suis Joël Ludmayer, né en Haïti. Je suis auteur-compositeur, batteur-percussionniste, chanteur, aussi ingénieur du son et directeur artistique du Pop Jazz, du Festival international du jazz de Port-au-Prince, et aussi directeur de production à Radio Métropole. À l'époque, Radio Métropole, parce que c'est la radio de mon père, Aimé Ludmayer, qui a été aussi, lui, musicien. Donc, c'est à travers lui que j'ai connu Toto Bicente pour y arriver. Je crois que j'avais 13 ans quand j'ai connu Toto la première fois. Et il était de passage en Haïti pour un concert. Évidemment, Amine, mon père et tout seul est venu à la maison. Et de là, et je crois qu'il y avait un problème avec son batteur à l'époque. Et je jouais déjà à la batterie, un petit peu quand même. Et c'est de là que j'ai connu Toto. J'ai accompagné Toto dans 2 concerts à Port-au-Prince, au Capitole, Ciné, aussi au Cap-Haïtien. Donc, ça a été pour moi ma première fois sur scène, je crois, ma vraiment grande scène, et Toto m'a donné ma chance. Et j'étais encore très jeune. Et voilà, donc c'est là que j'ai connu Toto Bicente. J'ai commencé à travailler, bon, pas vraiment à travailler, mais j'ai joué avec elle, je l'ai connu. Ensuite, bien après, Toto est rentré en Haïti en 86, 87, et là, elle cherchait justement des musiciens pour travailler avec elle, pour continuer ses projets. Et là, on a retrouvé Toto Bicente, j'ai retrouvé encore Toto Bicente avec mon frère Mouchi, et puis on a travaillé avec elle, on a fait quand même quelques années avec elle, faire des tournées en Europe, dans la Caraïbe, puis aussi aux États-Unis. Voilà, ici, là, c'est des moments vraiment extraordinaires qu'on a eu sur scène. Toto, pour nous, c'est une manière, en fait, on jouait de la musique, évidemment, mon frère et moi, mais on n'a jamais fait de la musique comme elle le faisait, elle. C'est genre du théâtre qu'on accompagnait, et évidemment, Toto, évidemment, elle est autant chanteuse que comédienne. On s'était adapté ces spectacles, s'il l'accompagnait dans ses textes, dans ses chants.
Et donc, c'était très particulier. Il faut beaucoup de sensibilité, beaucoup de nuances dans son approche musicale, dans ce spectacle. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'assez nouveau et on se réjouissait vraiment de faire ce travail avec elle. Et on a beaucoup appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris dans les nuances de la percussion, toujours dans les sons que je vais lui proposer. Donc, et c'est tant mieux que mal de m'expliquer, j'arrivais à trouver ce qu'elle voulait. Donc, vraiment, c'était une expérience magnifique. Et on a eu de très, 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 très beaux moments sur scène. Très profonds, une vraie sincérité sur scène. Et vraiment, c'était magnifique. Donc, voilà. Pour moi, Toto Vicente, c'est elle qui m'a mis sur scène quelque part. J'ai beaucoup appris, on a beaucoup appris avec elle. On vous rappelle que vous êtes à l'écoute du podcast des fous et des dieux. Milena Sandler, quelle musique de votre mère aimeriez-vous écouter? Alors, ma préférée, c'est Papa Dambala. Et j'aurais dit que j'aurais aimé écouter Haïti me paraît encore. Mais là, aujourd'hui, j'ai un petit peu d'espoir. Donc, j'ai l'impression que peut-être on va sortir un peu de l'enlisement. Ou en tout cas, on avance quelque part. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de reculer par rapport à d'habitude. Donc, je dirais Papa Dambala. Toto, c'est une façon de porter la chanson sur scène, hein, de la dire autrement. Et je crois que c'est le théâtre qui l'a aidé à avoir cette force, cette autre façon d'habiter la chanson par sa voix et par ses déplacements. La chanson était mise en mouvement, la chanson, elle a créé un autre espace, une autre façon de porter la chanson grâce au théâtre. Mais même quand Toto ne bougeait pas, on sentait une présence forte de la voix, une présence forte du regard, hein, l'expression faciale, tout ça parlait. Et tout ça passait à travers ce qu'elle chantait. Et je crois que c'était ça, sa force. Et par la suite, vraiment, elle a commencé à aimer chanter. Au point que je me suis demandé, bon, s'il n'y a pas une rivalité chez elle, il n'y a pas elle n'est pas tiraillée entre le théâtre et la chanson. Mais elle a su bien combiner tout ça, hein. Ces deux disciplines, ont trouvé leur complicité, je dirais en elle. Toto Vicente a joué dans plusieurs films aussi, Les Tripes du Soleil de Claude Bernard Aubert, L'Homme sur les quais de Raoul Peck, Poissondises ou Les Nègres Marrons de la Liberté de Med Hondo, En l'autre bord de Jérôme Canapa. Ce qui est intéressant, Milena, c'est que tous ces films ont pour thème commun, presque, l'existence des femmes, l'esclavage et le racisme. C'était une artiste, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, engagée et dynamique, votre mère. Oui, c'était quelqu'un de très engagé. En fait, c'est son propos, quelle que soit la forme
que ça soit dans la chanson, dans le théâtre ou dans le cinéma. C'était quelqu'un elle aurait pas fait un rôle juste pour faire un rôle, quoi. Il fallait que ça dénonce quelque chose ou que ça fasse avancer quelque chose. Oui, c'était quelqu'un d'extrêmement engagé. Pas militante, mais engagée. Militante veut dire souvent les militants sont politiques et elle n'était pas politique. Elle a jamais voté, par exemple. Elle n'a jamais voté, elle n'a jamais cru vraiment à un parti politique. Je crois qu'elle était plus haut que ça, en fait. Parce que les partis politiques souvent déçoivent. Ils prennent des engagements parce que ce sont des politiques. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle elle n'était pas tellement militante, mais elle a participé à des gros festivals, notamment en France, pour des syndicats, etc. Bon, je ne me souviens pas des noms, mais c'est des festivals qui existent encore, qui sont dans le cadre de syndicats et qui militent justement pour des causes. Mais elle a participé à des spectacles comme ça, mais c'était pas quelqu'un qui croyait en tout cas à la politique, et le militantisme est souvent quand même associé aux politiques. Mais très engagé, oui, et très dynamique. On n'a pas beaucoup parlé d'elle comme comédienne. Pourtant, dans sa longue carrière d'artiste, elle a joué Ionesco, Pouchkine, Genet, Aristophane, Molière et Cocteau. Elle a même participé à la création de la première troupe française de théâtre noir, Les Griots. Que pouvez-vous nous dire sur sa passion pour le théâtre? Est-ce qu'elle aimait écrire? Est-ce qu'elle a écrit des poèmes? Est-ce que Toto Bisset a un livre posthume? Dis-nous, Milena. Elle n'a pas écrit de pièces, non, mais elle est auteure de certaines de ses chansons, mais elle n'avait pas tellement confiance en elle là-dessus. Donc, et elle était très exigeante, encore une fois. Elle n'allait pas dire un mot, il fallait trouver le bon mot. Ça serait pas quelqu'un d'extrêmement exigeant qui laissait rien passer, quoi. Il fallait que ça soit exactement comme ça devait être dans sa tête ou dans son cœur. Donc, elle a écrit certaines de ses chansons. C'est elle qui a écrit Rassemblement. C'est elle qui a écrit Deuil. Bon, là, de tête, je ne sais pas les autres. Haïti me paraît même encore, je crois aussi. Elle a dû l'écrire avec mon beau-père, Michael Bluestein. Oui, je crois que plus jeune, elle écrivait de la poésie. Elle aimait la poésie. Et puis, elle a écrit ses spectacles. Elle a fait 2 ou 3 spectacles qui étaient vraiment pas juste des chansons, mais avec une vraie trame théâtrale presque. Et donc, elle a écrit des spectacles, oui. Voilà, mais elle n'a pas écrit. Elle aimait écrire, mais je crois qu'elle ne se faisait pas suffisamment confiance pour poursuivre là-dedans. Rassemblement pour me connaître ça crive famille moi en Et vous aviez participé dans plusieurs projets artistiques avec elle. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Alors moi, quand j'étais à Paris, quand je suis retournée à Paris en 87, je crois, 86-87, j'ai appris le métier de manager du monde de la musique et je suis devenue manager. J'avais monté une petite structure, ça s'appelait Milenka Productions, et donc on a proposé nos services à Toto Bisset. Et donc, on a organisé plusieurs tournées. Donc ça, c'était très sympa, très chouette. Et elle a voulu que je participe avec elle, mais ça, c'était déjà avant que je sois choriste,
qui n'était pas du tout mon métier, mais bon, apparemment, j'étais pas trop nulle. Donc, j'ai appris un petit peu, voilà, à être sur scène et bon, je connaissais toutes les chansons de toute façon, puisque voilà, depuis petite, je suis bercée, je suis dans les coulisses, etc., et dans les répétitions et tout ça. Donc, je connaissais les chansons par cœur. Donc, ça, c'était génial, en fait, pour moi de collaborer avec elle à ce niveau-là. Même si ça reste que c'est pas du tout c'est pas sur scène que je me sens à l'aise. C'est pas mon domaine à moi. Moi, je suis dans la production, je suis derrière, c'est ce qui me plaît plus et je crois que c'est là où je suis meilleure. Mais voilà, donc en étant son non pas manager, mais son tourneur, on va dire, organiser donc des tournées dans des festivals en Europe, etc., en Italie, en Allemagne, en Hollande. Donc ça, c'était très sympa. Et puis, oui, puis être sur scène avec sa maman, c'est chouette aussi. Comment aimeriez-vous que Toto Bicente soit rappelé par les générations futures? Bah, y a tellement, on ne sait pas faire ça en Haïti, tellement on a la mémoire courte. Et je crois que des gens comme elle, qui ont tellement œuvré pour la cause haïtienne à l'étranger, etc., je crois que c'est important qu'on garde leur mémoire et que surtout que la jeunesse puisse en bénéficier, puisse la découvrir, le travail, leur personnalité, leur engagement. Voilà, je crois que l'éducation artistique doit inclure la découverte de ces icônes, que ça soit dans le théâtre, dans la musique, dans la littérature, la danse. Je crois que c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de monuments qui sont à la gloire des icônes artistiques. Il y a quand même, en Haïti, on a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses au niveau artistique de tous les temps. Je crois que ce serait important de préserver leur mémoire et puis de la faire découvrir aux jeunes générations d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, on est plus dans le numérique, alors utilisons le numérique. Nous, on a fait, avec la Fondation Haïti Jazz, on a une expo itinérante qui est allée à Paris, à Montréal, à New York, en Haïti, au Mupana, au Cap-Haïtien, bien sûr, en Martinique. Donc, une expo itinérante sur Toto Bicente avec une expo photo, des vidéos, des témoignages. On a le témoignage de 25 personnes, des confrères et des penseurs de son métier, de la musique et du théâtre et du cinéma, et puis aussi de sa famille. Voilà, je trouve que ce genre d'initiative devrait être soutenu par les instances étatiques, parce que c'est comme ça qu'on préserve la mémoire et surtout qu'on la transfère. Merci beaucoup, Milena Sadler, pour votre participation. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. La ville allume ses feux, même de jour. Vous venez d'écouter Des Fous et des Dieux. Présentation Max Rico. Réalisation Ritzama Romzetren et Marie-André Bélange. Alors, reluit, chante, bondit sur les toits, par les murs, sur les cours, les places publiques, dans les marchés, dans les regards, les voix, la pétillante misère du peuple. Di-la-la, da-la-la, da-la-la, li-la-la-la-la-la, li-la-la-la-la-la, di-la-la-la, da-la-la.
ses révérences aux décrets-lois, aux principes, aux secrets d'État, aux conventions, aux controverses, aux dialectiques qui lui permettent d'avoir pignon sur mort et sur douleur. Que ces mouches tournent leurs auréoles autour des enfants tristes.